Qui parmi vous a déjà visité les plus grandes galeries de notre planète? Qui a admiré avec le cœur battant les chefs-d'œuvre qui y sont exposés? Nous allons maintenant vous présenter gratuitement une image exclusive que personne n'a encore vue. Les tableaux de cette vidéo, par leur beauté et leur importance, surpassent les grandes œuvres exposées au Louvre, au Metropolitan Museum et à la Galerie des Offices réunis. Ainsi, vous allez maintenant découvrir 50 nuances de Jupiter, une palette aussi riche n'appartient qu'à l'univers. Câble, abonne-toi, sous-titres. Un jour, des astronomes ont eu l'idée d'envoyer une sonde interplanétaire automatique vers le plus grand objet du système solaire, Jupiter, et le 5 août 2011, cela s'est produit. Dans le cadre du projet Nouvelles Frontières, la sonde Junona est partie avec succès vers notre géant gazeux afin d'observer de près la planète elle-même et ses satellites environnants. 5 ans plus tard, en 2016, l'appareil est entré en orbite polaire. Depuis lors, la sonde envoie régulièrement de volumineux paquets de données vers la Terre et les scientifiques les déchiffrent progressivement. C'est pourquoi nous ne recevons pas immédiatement, mais régulièrement, des images totalement inédites de Jupiter et de ses satellites. En effet, de nombreuses informations sont encore en cours de traitement, mais celles qui ont déjà été déchiffrées prouvent que Junocam a pleinement justifié l'investissement. C'est l'une des meilleures caméras jamais installées sur une sonde, même si à l'origine, cet instrument intégré à la station automatique n'était pas considéré comme prioritaire. Cependant, désormais, la NASA a changé d'avis et a même ouvert la base de données des images JCM, permettant aux utilisateurs externes de traiter artistiquement les images. Les résultats sont impressionnants. Qu'a exactement vu Junon sur Jupiter? Quel mystère a-t-elle révélé au public terrestre? Elle a pénétré au cœur même des géants, a été un peu éblouie par les éclairs brillants, a admiré les aurores polaires et a également découvert le secret le plus important de notre géant. La seule caméra de la sonde a commencé à filmer pratiquement dès l'entrée en orbite de Jupiter, lors du survol du géant, à une vitesse de 208 000 km/h. Junon a vu le pôle nord de la planète. Son cyclone central est une immense roue en forme d'anneau de près de 3000 km de diamètre, entouré de 8 tempêtes plus petites tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces cyclones sont en général environ 2 fois plus petits que ceux du pôle sud. Junon a enregistré une température au-dessus de cette zone allant de 83 à 13 degrés Celsius. Les conditions sur Jupiter, en particulier les subtilités de sa rotation et l'énorme pression atmosphérique, empêchent les tempêtes de se séparer ou de fusionner en une seule mais gigantesque. C'est pourquoi nous pouvons observer d'incroyables motifs composés de gaz mortels tourbillonnant à des vitesses énormes. Pourquoi l'image du pôle nord de Jupiter est-elle différente dans le spectre infrarouge? En fait, lorsque la sonde s'est approchée de cette région, elle était plongée dans la nuit polaire, c'est pourquoi il n'a pas été possible de voir immédiatement les cyclones à la lumière du soleil. Juno devra encore s'approcher au moins 4 fois de cette énorme tempête groupée pour photographier complètement toutes les zones du pôle Nord, donc il se peut que de nombreuses surprises nous attendent encore. Quelles autres énigmes de ce gigantesque pôle jovien Juno a-t-elle révélé à ce jour? Tout d'abord, elle a confirmé l'existence d'une grande tache de rayon X qui ne peut être détectée que dans la plage correspondante. Elle a été découverte pour la première fois par l'appareil Chandra, mais Juno doit encore étudier ce phénomène plus en détail et peut-être en comprendre la nature. La station automatique a également révélé au monde un événement spectaculaire, d'immenses aurores polaires. D'ailleurs, ici aussi Jupiter nous a surpris. Non pas par la beauté ou l'ampleur du phénomène, mais par le fait que la planète est capable de générer elle-même des aurores polaires. Le phénomène se produit à cause du vent solaire, alors que sur Jupiter, il est dû à sa rotation rapide et à son champ magnétique extrêmement puissant. Quel moment intéressant peut-on retenir? Au cours de la mission, Juno, à la fin de l'été 2016, Juno s'est approchée au maximum de Jupiter, à seulement 11 000 km au-dessus de la limite supérieure des nuages, ce qui a permis d'obtenir une série de photos époustouflantes. On y distingue des spirales et des tourbillons aux couleurs absolument inimaginables.
Grâce à cela, nous ne faisons pas que voir ce monde lointain comme si c'était avec nos propres yeux, et littéralement nous y plonger. Mais nous pouvons aussi mieux comprendre le processus de formation de la couche nuageuse de Jupiter. Ces images ont été retravaillées par des astronomes amateurs qui les ont soigneusement traitées pour les rendre plus réalistes et compréhensibles. À votre avis, ont-ils réussi ? Savez-vous qu'il existe de véritables jets de plasma sur Jupiter, bien différents des dangereux et spectaculaires jets émis par les magnétars ? Ces jets sont provoqués par le champ magnétique de Jupiter et Juno a réussi à photographier les conséquences de leur influence sur l'atmosphère du géant. La possibilité de l'existence de flux de plasma magnétosphérique sur Jupiter a été décrite dans la revue National Communication, dans le cadre d'une étude menée par des astrophysiciens des États-Unis et de la Chine. Désormais, ces hypothèses théoriques ont été confirmées. Les images de la sonde Juno ont capturé plusieurs jets, y compris le N3. La station automatique a également capté un moment unique, lorsque certains types de nuages s'élevaient au-dessus des autres, à l'image des nuages orageux terrestres. De plus, Juno a immortalisé des courants atmosphériques en jet qui forment l'apparence reconnaissable de la planète. Ces structures, semblables à des ruisseaux parallèles, s'écoulent d'ouest en est et d'est en ouest, et les vents qui y soufflent atteignent des vitesses de plusieurs centaines de miles à l'heure. Sur Terre, heureusement, des ouragans d'une telle puissance n'ont pas encore été enregistrés. Quel détail de l'atmosphère de Jupiter suscite le plus souvent des débats et attire une attention constante ? Bien sûr, la Grande Tache Rouge est un ouragan global observé par les terriens depuis déjà 3 siècles. Juno a réussi à photographier les entrailles de cette tempête depuis une altitude de 8000 km. Aucun autre engin spatial n'avait jamais pu s'approcher d'aussi près de ce monstre. La sonde automatique a changé la perception de l'emplacement de l'ouragan. On pensait auparavant qu'il se trouvait au-dessus de toutes les autres tempêtes, mais Juno a découvert que ce n'était pas le cas. La tempête, semblable à une tornade sanglante, s'enfonce à environ 300 km dans les profondeurs du millefeuille gazeux de Jupiter. L'atmosphère de Jupiter est un véritable paradis pour les ouragans. Certaines d'entre elles ne durent que quelques jours, tandis que d'autres atteignent des tailles incroyables et font rage pendant des siècles. Il suffit de regarder une photo prise par Junon à l'été 2020, voilà à quoi ressemble toute l'atmosphère jovienne. Il n'y a pas un seul îlot de tranquillité. Mais sans aucun doute, aucune tempête ne peut rivaliser avec la Grande Tache Rouge. Ses dimensions à elles seules sont impressionnantes. 3 planètes de la taille de la Terre pourraient y tenir. Il y a un siècle, la Grande Tache Rouge mesurait 40 000 km sur 14 000 km. Aujourd'hui, elle a presque diminué de moitié, mais la vitesse du vent reste la même, plus de 600 km à l'heure. Y a-t-il des éclairs sur Jupiter ? Où pourrait-il être, sinon sur ce géant ? L'atmosphère ici, contrairement à celle de la Terre, n'est pas composée de nuages de vapeur d'eau. Elle est principalement remplie de gaz mortels pour l'homme. Les nuages d'ammoniac, proches des pôles sud et nord de la planète, représentent un phénomène dangereux sur Terre, plus fréquent près de la surface. L'équateur est traversé par des décharges électriques 10 fois plus puissantes que celles de la Terre. C'est ainsi que Juno les a vues. La teinte verdâtre s'explique par la présence d'une grande quantité d'ammoniac, mais la raison pour laquelle les éclairs apparaissent, principalement au pôle nord de Jupiter, reste encore à découvrir pour les scientifiques. Mais le vaisseau n'a-t-il vraiment étudié que notre redoutable voisin, qu'a pu observer Yunona dans l'environnement immédiat du géant gazeux? L'appareil a réussi à capturer certains des plus grands satellites de Jupiter, Io, Europe et Ganymède. La sonde a examiné particulièrement attentivement Io, en s'approchant de sa surface à seulement 1500 km. Ce satellite est célèbre pour son incroyable activité volcanique, ce qui s'explique très probablement par sa proximité avec un corps céleste aussi immense que Jupiter. Quoi qu'il en soit, Io est le satellite le plus actif de tout le système solaire. Juno a découvert d'immenses lacs de lave et a également détecté un volcan équatorial qui n'avait jamais été observé par aucune sonde auparavant. Les données utilisées par les scientifiques ont été précisées. Les astronomes pensaient qu'il ne s'agissait pas de lacs, mais de coulées de lave, mais la sonde Juno a complètement clarifié la situation. Comme Io est constamment en activité géologique, sa surface change avec le temps.
C'est pourquoi les prochaines missions régionales verront peut-être un relief quelque peu différent. D'ailleurs, les sondes passant près de Io n'ont pas observé le volcan à l'équateur du satellite, probablement parce qu'il n'existait pas encore. Il est apparu au cours des 20 dernières années, compte tenu de la taille de l'objet, sa largeur est d'environ 177 km. On peut se faire une idée de l'activité vraiment incroyable de cet astre. Quels autres aspects du relief à la surface de Io ont acquis une nouvelle interprétation après l'étude de cet astre par cette sonde? Tout d'abord, il s'agit de la célèbre Patera Loci, un lac de lave de 200 km de diamètre qui brille comme de l'obsidienne même à une distance aussi énorme. Sur les images, on distingue clairement des îles, apparemment composées du même matériau que le liquide du lac, mais qui se sont solidifiées avec le temps. Ces parcelles de terre, d'après les images de Voyager et de Galiléo, ne changent pas au fil des ans, restant à peu près du même diamètre, environ 3 km, c'est Nioméd. Leur emplacement reste également inchangé. Ce sont donc des structures stables et non flottantes. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Wolland dans l'œuvre immortelle de Bulgakov, Le Maître et Marguerite? Il a rappelé à son interlocuteur que, contrairement à son désir, le monde est plein d'ombres. Les arbres, les objets, les bâtiments et les gens en projettent. Mais certaines ombres n'existent pas seulement nominalement, elles sont entrées dans l'histoire de la cosmonautique, et c'est l'ombre de Ganymède qu'il projette régulièrement à la surface de Jupiter. Avant l'arrivée de Junon à cet endroit, les scientifiques se connaissaient en ce phénomène, mais la sonde a réussi à le photographier de près. De quel secret de Jupiter parlait-on au début de la vidéo? Il est temps de le révéler. Le secret concerne le noyau de la planète, dont Junon a complètement bouleversé la conception. À l'heure actuelle, on sait que la masse du noyau est d'environ une dizaine de masses géantes terrestres et sa taille fait environ 1,5 diamètre de la Terre. Mais c'est pratiquement tout ce que nous savions sur la partie structurelle la plus importante de Jupiter. De plus, les astrophysiciens pensaient que le noyau jovien, par analogie avec d'autres planètes, était solide et stable. Mais il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. Puisque Jupiter émet une énorme quantité d'énergie, il est logique de supposer qu'il la génère de l'intérieur. Qu'a donc découvert Juno à ce sujet? Il s'est avéré que le noyau de Jupiter n'est pas du tout comme nous l'imaginions. Il est très chaud, diffus, instable et bien plus grand que ce que les scientifiques pensaient auparavant. Il se pourrait qu'il représente la moitié de la taille de la planète, ce qui pourrait indiquer certaines choses. Il est probable qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, Jupiter a subi une collision catastrophique qui a détruit la structure interne du géant, après quoi l'astre a littéralement dû se reconstituer morceau par morceau. Si la sonde parvient à mesurer la calotte glaciaire d'Europe, cela aidera énormément la future mission Europe Clipper lancée le 14 octobre 2024. Le début du programme lui-même est prévu pour le printemps 2030, car les données de la sonde Juno continuent d'être activement déchiffrées par les astronomes. À votre avis, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir? Quel monstre se cache dans l'obscurité d'encre de l'univers? Pouvons-nous voir ces créatures? Qu'est-ce qui pourrait devenir un œilleton dans les gigantesques portes du macrocosme, à travers lequel nous pourrions percer ne serait-ce qu'à 1% les mystères de l'existence? Les fonctions d'un tel portail ont été prises en charge par l'Observatoire orbital européen Euclide, équipé d'un télescope à son bord. C'est elle qui, en un temps record, a levé le voile qui, pendant des siècles, nous empêchait de voir ce qui se cache dans les profondeurs de notre monde global. La mission a été lancée en juillet 2023 depuis le Cap Canaveral, après quoi Euclide s'est dirigé vers le point de Lagrange où il s'est maintenant installé. Presque immédiatement après le début de son travail, l'observatoire spatial, nommé d'après le mathématicien grec ancien Euclide, a présenté des images dont la netteté est stupéfiante. Et bien que l'objectif principal d'Euclide soit la recherche de la matière noire et de l'énergie noire, ainsi que la compréhension de leur nature et de leur géométrie. En observant l'accélération de l'expansion de l'univers, le télescope a également vu des millions de galaxies, y compris celles situées à des milliards d'années-lumière. Quels sont les projets ambitieux à venir pour l'Observatoire orbital? Sa mission est de créer un grand atlas spatial et une carte tridimensionnelle couvrant un tiers de tout le ciel observable. C'est une mission très exigeante, mais si Euclide y parvient, ce sera un événement sans précédent dans l'histoire de l'astronautique.
En conséquence, nous en apprendrons beaucoup plus sur le fonctionnement des mécanismes de l'univers que ce que nous savons actuellement. L'Observatoire orbital Euclide a présenté un catalogue comprenant plus de 381 000 galaxies et des centaines de lentilles gravitationnelles. Il s'avère que ce n'est pas un phénomène exclusif, mais un phénomène omniprésent dans l'univers. Quelles ont été les premières images transmises par le télescope ? Ce sont des images de plusieurs nébuleuses et galaxies que nous connaissons bien. Mais ce qui est frappant, c'est qu'aucune optique terrestre auparavant n'avait été capable de produire des photos aussi nettes et détaillées. De plus, aucun télescope n'avait osé plonger aussi profondément dans l'obscurité du vide mort que l'a fait Euclide. C'est vraiment vrai. Comme vous nommez votre bateau, ainsi il naviguera. Voici donc en exclusivité le top 5 des premières images transmises par le télescope. La nébuleuse, la tête de cheval, la galaxie naine de Barnard NGC, 6822 l'amas de galaxies de Persée, l'amas globulaire NGC 6397, la galaxie spirale IC 342. Il n'est pas nécessaire d'être astronome pour voir l'évidence. En regardant ces images, on a l'impression que les galaxies posaient pour le télescope dans un studio photo. La qualité et le niveau de détail incroyable sont époustouflants. Après qu'Euclide a envoyé ces images, son potentiel et sa capacité à créer la plus grande carte 3D de l'univers de toute l'histoire de l'exploration spatiale sont devenus évidents. On peut s'en rendre compte rien qu'en regardant la photo de la nébuleuse de la tête de cheval, découverte pour la première fois en 1888 par William Fleming. Il est remarquable qu'elle s'éloigne progressivement de nous et qu'avec le temps, elle puisse complètement disparaître de l'horizon terrestre. Cela rend ces photos particulièrement précieuses. Ainsi, si l'on compare les photos de cet objet prises par Hubble et Euclide, la démonstration des progrès dans ce domaine devient des plus évidentes. Voici des photos de la nébuleuse prises avec d'autres télescopes, y compris Hubble. La différence est évidente. C'est pourquoi, en ce moment, presque tous les sites internet et catalogues remplacent les anciennes images par celles envoyées par Euclide. Nous n'avons pas le droit de blâmer les développeurs du site pour cela. Parce que, par exemple, sur l'image de la galaxie IC 342, sans aucune intervention de l'intelligence artificielle ou d'éditeurs de photos, on distingue clairement les bras spiraux, comme si cet objet se trouvait à la place de notre Lune, et non à une distance de 11 millions d'années-lumière. Pourquoi l'image est-elle aussi détaillée ? Auparavant, il était très difficile d'observer la galaxie, car elle se trouve à proximité de ce qu'on appelle l'équateur galactique, ou un système imaginaire de coordonnées célestes. Qu'est-ce que cela signifie ? À cet endroit, il y a beaucoup de poussière qui absorbe le rayonnement des objets, d'où les difficultés d'observation. Mais l'observatoire Euclide, grâce à la caméra de nouvelle génération VIS et au télescope Konietz, équipé d'une conception spéciale, a réussi à percer non seulement à travers les épaisseurs de poussière cosmique, mais aussi à travers le temps. À bord, il y a également un photomètre NISP et un spectromètre, ce qui contribue aussi à obtenir des images de meilleure qualité. L'importance scientifique de ces découvertes est difficile à surestimer, car c'est dans les régions de nébuleuses que la formation active d'étoiles a lieu le plus souvent. La tête d'Ikonskaya ne fait pas exception. Et cela signifie que nous sommes désormais capables de pénétrer au cœur même de l'univers, de nous approcher plus près du creuset où naissent de nouveaux astres. Par quoi d'autre l'observatoire orbital s'est-il illustré ? En mai 2024, Euclide a envoyé de nouvelles images sur Terre. Grâce à cela, nous avons pu examiner plus en détail le groupe de galaxies Dorado, la galaxie spirale NGC 6744 les amas, Abell 2390 et Abell 2764, ainsi qu'observer de près une région de formation d'étoiles, Messier 78. L'Agence spatiale européenne a publié ces images avec un enthousiasme non dissimulé en commentant que les photos de ce télescope représentent un véritable triomphe de la science, permettant aux scientifiques de traquer à l'avenir les planètes errantes et d'utiliser activement les galaxies lentillées pour étudier la matière de l'univers, ainsi que pour mieux comprendre les lois de l'évolution de notre monde. Mais ce n'est pas encore la chose la plus intéressante et la plus étonnante qui se soit produite en mars 2025. C'est précisément pendant cette période que le télescope a observé les champs profonds de l'espace.
et a enregistré 26 millions de galaxies, dont les plus éloignées se trouvent à une distance allant jusqu'à 10,5 milliards d'années-lumière. Pour commencer, clarifions la terminologie. Qu'est-ce que les champs profonds ? Il s'agit de zones relativement petites du ciel auxquelles Euclide portait une attention particulière, les observant longuement. Comme dans le célèbre mème, si l'on regarde longtemps dans l'abîme commence à te regarder en retour. Cette méthode est idéale pour remonter dans le passé très lointain de l'univers, littéralement jusqu'à ses origines. Voici les résultats visuels de ce qu'Euclide a pu observer. Parmi les objectifs du télescope, il ne s'agit pas seulement de cartographier et de générer des images, l'observatoire orbital est également destiné à mesurer les paramètres cosmologiques de chaque objet. Cependant, le plus important que les scientifiques prévoient de découvrir grâce à cette station spatiale, c'est de percer le mystère des phénomènes de la matière noire et de l'énergie noire. Ce sont les composantes les plus mystérieuses de l'univers, dont on ne connaît pour l'instant que l'existence théorique et de façon très approximative. Pendant ce temps, ce sont précisément elles qui influencent directement les principes fondamentaux de l'évolution de l'univers. Qu'est-ce que l'énergie noire et la matière noire ? En termes simples, le principal problème dans l'étude de ces composants, qui sont essentiels en cosmologie moderne, c'est qu'il est impossible de les voir ou de les mesurer d'une quelconque manière, car ils n'émettent ni ne reflètent la lumière. Pourtant, ils influencent directement l'évolution et la structure de l'univers. Par exemple, la matière noire. En quoi consiste-t-elle et comment avons-nous découvert son existence ? La matière noire se manifeste par son influence gravitationnelle, c'est-à-dire que c'est elle qui maintient les galaxies ensemble grâce à la gravité. Ainsi, c'est la base sur laquelle tout repose. Qu'est-ce donc que l'énergie noire ? C'est une substance encore plus mystérieuse qui serait à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. On estime qu'elle représente environ 68% de notre macro-univers. Pourquoi favorise-t-elle l'expansion ? En fait, l'énergie sombre posséderait hypothétiquement une pression négative, ce qui entraîne une répulsion des molécules et, par conséquent, l'expansion de l'espace. Autrement dit, l'énergie sombre et la matière fonctionnent en tandem, bien qu'elles aient des propriétés totalement opposées. La première repousse les particules et favorise l'expansion de l'univers, tandis que la seconde, au contraire, les attire, ce qui permet de former des amas de galaxies et d'autres mégastructures. Ainsi, la mission de l'observatoire Euclide consiste précisément à étudier cette question de manière plus approfondie. Comment cela va-t-il se passer ? Tout d'abord, grâce à la mesure du décalage vers le rouge des galaxies et à l'étude de leurs caractéristiques. Les lentilles gravitationnelles découvertes confirment indirectement la présence de matière noire dans l'univers, tout comme le fond micro-ondes. Mais le plus important, c'est ce que nous voyons de nos propres yeux. Les galaxies ne se désintègrent vraiment pas et les étoiles à leur périphérie se déplacent plus rapidement, ce qui témoigne de la présence d'une masse supplémentaire qui ne correspond pas aux observations visuelles. S'il n'y avait pas de matière noire, la toile cosmique composée de murs, de filaments et de vide serait impossible. De telles structures nécessitent une masse supplémentaire pour expliquer leur formation ainsi que leur stabilisation sous ces formes spécifiques. C'est exactement ce à quoi s'attelle Euclide. Existe-t-il une preuve concrète de l'existence de la matière noire fournie par un observatoire spatial ? Oui, ce sont des images des amas de galaxies de Persée et Abell 2390 avec l'effet de lentilles gravitationnelles, ce qui constitue en soi une preuve du fait mentionné. La galaxie Abell 2390 se trouve à une distance d'environ 2,7 milliards d'années-lumière de nous. La lentille gravitationnelle crée des formes déformées en courbant l'espace-temps, ce qui aide à voir des objets incroyablement lointains de façon plus nette, mais pour qu'un tel effet se produise en pratique, la masse des objets mentionnés n'est pas suffisante. Il est évident qu'il existe une énorme quantité de matière invisible et non prise en compte, c'est ce qu'on appelle la matière noire. À l'avenir, Euclide établira des cartes de la répartition de la matière noire en se basant sur l'observation de millions de galaxies et découvrira les lois qui régissent l'existence de ce squelette invisible de l'univers, agissant comme une colle gravitationnelle qui maintient tout ce que nous voyons dans des cadres structuraux.
Mais Euclide a-t-il trouvé des preuves de l'existence de l'énergie noire ? L'observatoire spatial est actuellement en train de déterminer les paramètres du décalage vers le rouge de milliards de galaxies et la méthode des champs profonds mentionnée précédemment y contribue particulièrement. Ainsi, le télescope peut explorer différentes périodes de développement des galaxies, suivre leur évolution et comprendre comment l'énergie noire et la matière noire influencent leur formation, et en principe sur la trame de l'univers. Ainsi, les résultats intermédiaires et l'objectif de la mission de l'Observatoire spatial Euclide sont assez clairs, mais quelle est l'importance de ces découvertes actuelles et futures pour la science mondiale ? Avant tout, il s'agit de révéler la nature de l'univers, ses lois et les subtilités de son fonctionnement. Deuxièmement, la découverte d'Euclide permettra d'améliorer la compréhension de la structure du macrocosme et de l'évolution de ses objets. En ce qui concerne des prévisions plus globales, de telles recherches stimulent le développement plus actif de la science astronomique, en particulier en ce qui concerne les outils et les technologies. Et le plus important, c'est l'élargissement des connaissances d'Euclide. L'étude de tels phénomènes conduira très probablement non seulement à de nouvelles découvertes, mais aussi à une modification importante des théories cosmologiques existantes. C'est pourquoi il est impossible de surestimer la mission de l'Observatoire spatial Euclide. Elle est importante par défaut. Nos spectateurs attentifs pourraient se demander pourquoi dépenser des sommes faramineuses pour lancer un projet innovant. Si James Webb fonctionne déjà avec succès et nous réjouit de nouvelles découvertes, il y a tout de même un sens. Puisque les missions de ces télescopes sont différentes, James Webb est axé sur l'étude de zones plus petites de l'univers, tandis qu'Euclide observe des fragments bien plus vastes. On peut dire que l'observatoire spatial est un phénomène révolutionnaire comparable au télescope Gaïa, qui a progressivement changé la compréhension des lois de notre galaxie, la Voie lactée, par les astronomes. Le système solaire devient progressivement un endroit assez animé. À peine l'humanité s'est-elle remise de l'intrusion soudaine de 3I Atlas qu'un nouvel intrus est apparu chez nous. C'est 2025 V1 Borisov, mais s'agit-il vraiment d'une comète ? La même question se pose lors de l'observation de 3I Atlas. Les télescopes le voient comme une sphère brumeuse sans aucune trace de queue. C'est très étrange, n'est-ce pas ? De plus, il se comporte comme un objet artificiel. Tout, depuis l'accélération incroyable jusqu'à l'échappement contrôlé comme celui d'une navette spatiale, suggère clairement qu'un visiteur d'une civilisation plus avancée nous a rendu visite. Il est possible que 2025 V1 Borisov soit d'une certaine manière lié à 3I Atlas. Qu'est-ce qui, précisément, dans le comportement du nouvel arrivant, inquiète les scientifiques ? Premièrement, l'objet se déplace à une vitesse très élevée. Deuxièmement, bien que V1 soit initialement classé comme une comète, il ressemble beaucoup à quelque chose d'étrange, comme s'il avait été créé artificiellement. Guilherter enregistre des émissions anormales de gaz, y compris du monoxyde de carbone, ainsi qu'une énorme quantité de poussière. Troisièmement, et c'est pour l'instant le plus important, V1 Borisov était le 4e objet potentiellement interstellaire à être venu rendre visite au système solaire. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a d'étonnant ici, puisque nous sommes de simples participants à la danse universelle et que des routes cosmiques passent aussi à travers notre système stellaire. Mais au cours de toute l'histoire des observations astronomiques, les scientifiques n'ont enregistré que 4 objets interstellaires dont 2 sont apparus cette année. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. D'ailleurs, les doutes sur la nature naturelle des 2 objets interstellaires ne sont pas propres qu'à nous et à tous ceux qui possèdent un minimum de sens d'analyse. Le professeur des sciences naturelles de l'université Harvard, l'astrophysicien Abraham Aviloeb, tente depuis l'apparition des artefacts interstellaires d'attirer l'attention de la communauté scientifique et du public sur un certain nombre d'étrangetés et d'anomalies propres à 3I Atlas et V1. Cependant, les scientifiques se battent jusqu'au bout, réfutant habilement presque chaque hypothèse de Loeb. Mais il existe des étrangetés qui ne peuvent être expliquées par rien. Sommes-nous enfin confrontés à une intelligence extraterrestre ? Pour commencer, rappelons quelles sont les caractéristiques physiques des 2 objets. 3I Atlas est un visiteur interstellaire découvert le 1er juillet 2025 par un télescope chilien qui lui a donné son nom. Il est classé comme une comète
Mais, et si c'était soudainement un visiteur extraterrestre ? Les émissions de poussière, de gaz, ainsi que la présence d'une chevelure suggèrent clairement quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi l'a-t-on classé parmi les objets interstellaires ? Cela s'est produit grâce à sa trajectoire hyperbolique qui indique que cet énorme rocher allongé, de plusieurs kilomètres de diamètre, est arrivé du disque galactique épais. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait représenter une menace pour la Terre. Que peut-on dire de la comète C 2025 V1 ? Borisov, l'objet a été découvert le 2 novembre 2025 par le même astronome amateur qui avait découvert 2I Borisov en 2019. La question de savoir si cette comète est qualifiée d'objet interstellaire fait actuellement l'objet de vifs débats car sa trajectoire est conditionnellement hyperbolique. Cependant, il est tout à fait possible que la visiteuse provienne du nuage d'Oort, situé dans le système solaire. Si tel est le cas, alors même si la comète vient de loin, elle est enregistrée dans la région locale et ne peut donc pas être considérée comme interstellaire. En général, les scientifiques n'ont pas encore déterminé si cette comète possède une queue. Pour l'instant, aucune queue brillante n'a été observée, mais les astronomes s'attendent à ce qu'elle apparaisse lorsque l'objet s'approchera du Soleil. Que peut-on dire concernant le rapprochement de V1 et de la Terre ? Contrairement à l'objet précédent, la comète s'approchera de nous à une distance inférieure à une unité astronomique, c'est-à-dire qu'elle sera plus proche que le Soleil. La rencontre aura lieu vers le 25 novembre 2025 et elle est également considérée comme absolument sans danger pour l'humanité. Certains tentent de qualifier les arguments du professeur de Harvard Avi Loeb de spéculation, de tentative d'attirer l'attention et de créer du buzz autour d'un sujet populaire. Cependant, il est tout simplement impossible d'ignorer de nombreux faits. Par exemple, dans ses nombreuses interviews, ainsi que dans des articles publiés sur la célèbre plateforme en ligne Medium, l'astrophysicien met en avant des propriétés de ces objets qui obligent à considérer l'hypothèse technologique. Commençons par 3I Atlas. Et sa première étrangeté, c'est son accélération non gravitationnelle. En termes simples, l'objet vole trop vite et il est absolument incompréhensible de savoir ce qui le propulse ainsi. Habituellement, chez les comètes, une telle accélération est causée par des jets de gaz et de poussière asymétriques, ce qui fait que les corps perdent une masse importante jusqu'à 5 milliards de tonnes par mois, mais 3I Atlas, selon les mesures du télescope James Webb, n'a perdu que 150 kg pendant toute la période d'observation. Et c'est 1000 fois moins que ce qui était supposé pour une telle vitesse. En général, pour atteindre de tels paramètres de vitesse, il faudrait un nuage de gaz de la taille de notre Lune. Mais les instruments n'observent aucune structure de ce type. En somme, Avi Loeb estime qu'il y a 40% de chances que cet objet soit d'origine artificielle et que son accélération s'explique par la présence d'un moteur. Quelle est la deuxième étrangeté de 3I Atlas qu'il est impossible d'expliquer avec la science traditionnelle ? Pourquoi non seulement Avi Loeb, mais aussi d'autres astrophysiciens commencent-ils à douter qu'il s'agisse d'une simple comète et non d'un éclaireur extraterrestre ? Bien que l'objet se soit approché du Soleil à 600 millions de kilomètres, il ne possède toujours pas de queue distincte. Pourquoi l'appelle-t-on une comète ? Est-ce une grosse boule de neige faite de boue et de glace ? C'est pourquoi, dès que de tels objets ressentent la chaleur d'une étoile, le processus d'évaporation commence immédiatement et expulse les gaz ainsi que la poussière. C'est précisément pour cette raison que nous observons périodiquement des queues spectaculaires et scintillantes de plusieurs millions de kilomètres de long. C'est le comportement standard de 99,9% de toutes les comètes. Qu'observons-nous avec 3I Atlas ? Les télescopes n'identifient qu'une boule lumineuse floue sans queue visible. N'est-ce pas étrange ? Il est possible qu'il n'y ait pas de queue parce que la surface de l'objet est protégée par une sorte de carapace qui ne chauffe pas. Autrement dit, l'extraterrestre serait donc d'origine artificielle, surtout si l'on ajoute à cela des jets directs et non diffus, semblables à l'échappement contrôlé d'une navette spatiale. Un niveau de CO2 anormalement élevé, une composition inexpliquée avec une prédominance de nickel au lieu de fer, ainsi que le fait que l'objet ne s'est pas désintégré. En étant au périhélie, comme le font 90% des comètes, le tableau devient très inhabituel, voire choquant. Se pourrait-il que ce cheval de Troie, déguisé en comète, soit un message d'une autre civilisation, plus avancée ? Quelle bizarrerie l'astrophysicien Avi Loeb a-t-il remarqué en observant le vol du nouvel invité interstellaire C 2025 V1 ?
Borisov. Dans ce cas, les scientifiques placent l'objet au niveau le plus bas de l'échelle de probabilité concernant une origine technologique. Cependant, il est impossible de ne pas remarquer l'excentricité du comportement de cette comète. Parmi les étrangetés, on note également l'absence de queue que les astronomes espèrent toujours observer plus tard. Il est remarquable que la découverte de l'objet ait coïncidé avec l'apparition de 3I Atlas au périhélie, ce qui a suscité une vague de nouvelles hypothèses. L'une d'elles évoque un lien entre les deux objets, suggérant que V1 pourrait être une sonde de reconnaissance lancée depuis 3I Atlas. Malgré l'apparente absurdité de cette hypothèse, il est impossible de ne pas remarquer cette étrange coïncidence, surtout en tenant compte du contact plus rapproché de V1 avec la Terre par la suite. Mais quel est l'argument principal qui témoigne de la nature artificielle de 3I Atlas ? Sans aucun doute, Meloniadis, c'est le signal radio enregistré provenant de cet objet. En septembre 2025, plusieurs observatoires des terrestres effectuent une surveillance radio de l'artefact arrivé chez nous, dont on ignore l'origine et la raison de sa venue. D'ailleurs, Avilob a dès le début appelé à scanner attentivement l'objet, car sa trajectoire coïncide avec la direction du célèbre signal WOW de 1977. Et voilà que le 14 novembre 2025, les observatoires ont effectivement enregistré un signal à bande étroite sur une fréquence proche de l'arrêt de l'hydrogène, qui est utilisé par le réseau pour la recherche d'intelligence extraterrestre et la communication interstellaire. Pourquoi le signal est-il précisément à bande étroite ? En fait, le bruit à large bande est généralement détecté uniquement en provenance des étoiles. Pourquoi entendons-nous ce son alors qu'un signal radio ne peut être détecté qu'à l'aide d'un équipement très sensible? Vous venez d'écouter un extrait transformé, compilé à partir d'ondes radio, de graphiques de température et de calculs précis. Les spécialistes de la NASA sont-ils d'accord pour qualifier ce signal de preuve de la nature technologique de 3I Atlas ? Absolument pas. Ils ne trouvent aucune anomalie dans le spectre du signal qui indiquerait une origine artificielle ou un codage. C'est pourquoi les scientifiques de la célèbre agence spatiale maintiennent leur position. Tout ce que nous observons, c'est une chimie cométaire standard. Et à qui devons-nous faire confiance ? La preuve irréfutable devrait venir des images haute résolution de la caméra IRIS installée à bord de l'orbiteur qui tourne autour de Mars. Les photos ont été prises le 2 octobre lorsque la distance entre la planète rouge et 3I Atlas s'est réduite à quelques millions de kilomètres. Dans ce cas, selon les calculs, ce sont les valeurs minimales possibles. Comparons sur la photo. Est-il exact qu'elles sont aussi étroitement dirigées, et non en éventail, comme pour les comètes dont la taille du noyau est précisément connue ? Dans tous les cas, il faut observer et non deviner, comme le préconise Avialoop. Et si c'était ce fameux Black Swan, le signe noir ? Quelle est la signification de ce concept concernant l'arrivée d'étranges visiteurs interstellaires dans le système solaire ? Pendant des siècles, on pensait que les signes noirs n'existaient pas. Mais en 1697, des explorateurs les ont découverts en Australie. Et cela a complètement bouleversé des croyances séculaires, changeant la biologie en tant que science. Depuis lors, le terme Black Swan désigne un événement extrêmement rare, aux conséquences inattendues, profondes et pas toujours favorables. Qui sait, peut-être que l'arrivée de 3I Atlas et de la deuxième comète Borisov transformeront tout dans notre civilisation, de l'économie et la politique, à la science et à la vie de milliards de personnes. Le monde ne sera-t-il vraiment plus jamais le même ? À l'heure actuelle, d'après les connaissances scientifiques disponibles et l'avis des spécialistes de la NASA, les chances que l'objet 3I Atlas soit artificiel sont extrêmement faibles. Sur quoi se basent les opposants de l'astrophysicien de Harvard, Loeb ? Tout d'abord, il souligne l'absence de manœuvre de cet objet et l'origine naturelle des signaux radio. Si les images de la caméra de l'appareil martien en orbite montrent une chevelure en forme d'éventail autour de 3I Atlas, alors les chances que l'objet soit d'origine artificielle tomberont pratiquement à zéro. Et pourtant, que se passera-t-il s'il s'avère qu'il s'agit d'une sonde extraterrestre ? Quels pourraient être ses objectifs ? Très probablement, les partisans de la théorie de reconnaissance sur la loupe discutent sérieusement, après l'apparition de V1 Borisov, du débarquement de drones de reconnaissance près de la Terre pour observer l'activité de l'humanité. Mais que se passe-t-il si c'est un cheval de Troie ? Dans ce cas, il est possible que l'objet représente une menace cachée et qu'il manœuvre autour de la Terre de manière détournée, se faisant passer pour une comète et planifiant une attaque soudaine.
Cependant, pour l'instant, personne ne sait rien avec certitude, donc toutes les hypothèses sur une origine technologique restent de pure spéculation. À l'heure actuelle, nous constatons qu'aucun des deux objets ne représente réellement une menace pour les terriens et qu'ils s'apprêtent à quitter les frontières du système solaire dans un avenir proche. Vous regardez le ciel et vous voyez un objet qui se déplace à une vitesse anormale, qu'en penseriez-vous ? Les options de réponse sont A, c'est une météorite, B, c'est un satellite, C, c'est un ovni. Cette vidéo s'adresse à toutes les catégories de répondants car elle présente des preuves auxquelles il est impossible de se soustraire. Quant à ceux qui ont choisi la troisième option de réponse, ils auront le privilège de se réjouir une fois de plus. Que pensez-vous des histoires de fusées fantômes observées dans le ciel scandinave en 1946 qui ne correspondaient absolument pas à l'activité des pluies de météores et l'observation d'objets non identifiés par l'équipage du vol 105 au-dessus de l'océan Pacifique en 1947 et le tout premier vol d'un artefact mystérieux filmé au-dessus de la ville de Great Falls documenté par l'entraîneur local de baseball. L'histoire de l'observation de phénomènes aériens non identifiés, UAP ou OVNI, remonte à des milliers d'années depuis l'Égypte ancienne et l'Empire romain sacré. Mais au XXe siècle, avec l'apparition de moyens techniques permettant d'enregistrer les anomalies, la collection d'OVNI s'est considérablement enrichie. Cependant, la plupart des cas étaient expliqués soit par des phénomènes naturels, soit par des erreurs d'observation, soit par des actions militaires. Mais il existe 10% d'incidents qui ne peuvent pas être expliqués, même après des enquêtes approfondies. C'est de cela dont nous allons parler. Alors, qu'est-ce que le Pentagone nous cache et pourquoi lui en particulier ? Il est remarquable que ces cas inexpliqués soient, par une étrange coïncidence, pour la plupart signalés précisément par des militaires ou des civils américains. Alors, le lieu de l'action, les environs du Mont Rainier. L'époque, juin 1947. Qui est-on alors observé dans le ciel américain ? Le pilote privé Kenneth Arnold, survolant la montagne mentionnée, a soudain aperçu 9 objets en forme de disque, volant à une vitesse incroyable pour le milieu du XXe siècle, environ 1900 km/h. À cette époque, il n'existait aucun appareil volant capable de se déplacer aussi rapidement. Kenneth Arnold a appelé ces objets des soucoupes sautant sur l'eau et depuis, cette expression a acquis une signification durable. Dans le langage courant, les ovnis sont encore appelés des soucoupes volantes. En tant que citoyen respectueux des lois, le pilote a signalé l'incident aux militaires de l'US Air Force. Les responsables n'ont jamais pu l'expliquer. C'est pourquoi l'incident a été inclus dans le Project Blue Book, où, sur 12 000 cas 700, n'ont jamais trouvé d'explication rationnelle. Savez-vous que dans cette histoire, un inconvénient majeur est que le pilote n'a pas photographié les objets, même s'il a réalisé de nombreux croquis? Que savez-vous du légendaire incident de Roswell? C'est un autre témoignage de la découverte d'objets volants non identifiés. De plus, l'événement le plus célèbre et controversé, un événement clé dans l'histoire de l'ufologie, s'est produit en 1947 près de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Cet incident a inspiré la société à élaborer la théorie de la zone 51, a contribué à la création de la série X-Files et même à la fondation du Musée international des ovnis à Roswell. Que s'est-il passé ce jour d'été ? Le fermier William Brasser a découvert sur son ranch des débris métalliques faits de matériaux ressemblant à du papier d'aluminium mais qui ne se cassaient pas et ne brûlaient pas. Lorsque l'homme en a informé le shérif local, qui à son tour a prévenu les militaires dont la base se trouvait à proximité, les débris ont été saisis le lendemain, apparemment dans la précipitation. L'officier de la base militaire, Walter Haut, a déclaré dans un communiqué de presse que l'armée américaine avait capturé un disque volant. Quelques heures plus tard, la déclaration a été démentie par le général Roger Rémy lui-même, mais il était déjà impossible d'arrêter le flot d'informations. Selon les données officielles, il s'agissait de débris d'une sonde. Il a également été fait mention de théories occidentales selon lesquelles ils étaient destinés à surveiller les essais nucléaires menés en URSS.
Mais cette situation n'a toujours pas été complètement clarifiée. Mais cela appartient au passé. Et qu'en est-il de la détection des ovnis aujourd'hui compte tenu des capacités accrues d'enregistrement des incidents? Le 21e siècle surprend encore plus les amateurs d'ufologie. Et encore une fois, dans ce contexte, ce sont souvent les pilotes de l'US Air Force qui sont mentionnés. Par exemple, en 2022, les caméras d'un drone MQ-9 qui surveillait un site au Moyen-Orient ont capté quelque chose d'inexpliqué. Jugez par vous-même, qu'en pensez-vous? L'opérateur du drone, stupéfait, a négligé ses responsabilités et, au lieu de surveiller le site prévu, il a commencé à suivre cet artefact ressemblant à une sphère métallique volant à grande vitesse et disparaissant périodiquement du champ de vision à cause de l'effet de parallaxe. Et cela a été filmé 1 an avant l'incident mentionné dans la partie ouest des États-Unis. Qu'en dis-tu, Karl? Que veux-tu faire? À l'ère du progrès technologique, il est difficile d'ignorer les faits évidents. Alors, partageons-nous vraiment l'espace aérien de la Terre avec quelqu'un d'autre? Si tout ce qui a été dit précédemment ne vous a pas convaincu, alors regardez les images vidéo prises depuis le destroyer américain Russell. Selon vous, qu'est-ce que ce triangle étrange et éblouissant? Les scientifiques sceptiques, après avoir étudié le matériel, ont conclu qu'il s'agissait d'un effet optique, bien que, même selon certains employés du Pentagone, l'objet ressemble davantage à un dirigeable métallique. Voulez-vous voir la photo la plus nette d'un ovni jamais prise pendant toute l'histoire des observations? La voici. La soucoupe volante, repérée dans l'état du New Jersey près de la ville de Passaic, a été photographiée par George Stock le 31 juillet 1952. Malheureusement, les sceptiques ont alors critiqué la photo, la qualifiant de chapeau de femme contre le soleil. Vous vous souvenez des célèbres enregistrements vidéo du Pentagone dont nous avons parlé dans l'une de nos vidéos précédentes? Nous allons vous les montrer à nouveau maintenant. Et nous nous demanderons aussi pourquoi les documents réalisés entre 2004 et 2015 n'ont été rendus publics que maintenant. Il est possible que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg et qu'il n'ait tout simplement plus de sens de cacher les faits accumulés. Dans tous les cas, regardez attentivement ces vidéos filmées depuis le porte-avions Theodore Roosevelt et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Les objets eux-mêmes que vous voyez ont été appelés des tic-tac, car ils changèrent de trajectoire et de vitesse de façon incroyablement rapide. Mais peu importe le nombre de vidéos, de photos ou d'incidents que nous examinons, la question de savoir qui règne dans notre ciel reste à ce jour sans réponse. Qui, ce groupe de civils et de scientifiques, a-t-il vu dans ces jumelles en mai 1949 alors qu'ils avaient simplement décidé d'aller pêcher? Que faisait à cet endroit un objet de 20 mètres de diamètre suspendu à une altitude d'1,5 km au-dessus de la Terre? Et si tout cela n'est que pure invention et fruit de l'imagination, alors pourquoi? Le 26 juillet 2023, une audition consacrée aux ovnis a été organisée au Congrès des États-Unis. Il y avait donc matière à discussion, n'est-ce pas? En particulier, une partie de l'événement a été consacrée précisément au rapport du Pentagone, dont nous vous avons présenté les vidéos. D'ailleurs, il s'agit de la première audition officielle au Congrès consacrée à un sujet aussi controversé. Elles ont été organisées par les membres du Congrès Nancy Mace et Tim Berseth. Je pense que cela s'est produit sous la pression de la société et en raison du refus des officiers de l'US Air Force de garder le silence sur ce qu'ils ont vu pendant leur service. La figure centrale des auditions était David Grush, employé de l'Agence nationale de renseignement géospatial et ancien officier de l'US Air Force. Comment ont-ils témoigné? David Fravor, amiral retraité de la marine américaine, et Ryan Graves, pilote militaire, ils ont tous personnellement observé les tic-tac et d'autres incidents enregistrés lors des exercices. Par exemple, Grush affirmait que sur les sites de crash d'OVNI, on trouvait souvent des biotechnologies, en d'autres termes, des restes d'extraterrestres, sans parler des débris de leurs véhicules. Et Fravor a décrit en détail l'incident des tic-tac, qui remonte à 2004. Selon lui, il s'agissait d'objets ovales d'environ 12 mètres de long, sans moteur visible, mais qui manœuvraient avec une accélération monstrueuse, impossible à atteindre avec les technologies actuelles. Cela a été enregistré en vidéo. Quelles conclusions en ont été tirées après de vastes discussions au Congrès?
Tim Burchett a déclaré, et pratiquement tous les intervenants étaient d'accord avec lui, que le Pentagone cache des informations sur les ovnis depuis 1947 et nourrit le public avec des légendes acceptables. En réalité, aussi bien les lumières de Lubbock, photographiées par un étudiant de première année de l'Institut technologique du Texas à l'été 1951, que les photos d'ovnis à McMinnville, dans l'État de l'Oregon, et des objets ressemblant à des personnes avec des sacs à dos à réaction, volant à une altitude invraisemblable, là où même les drones ne montent pas. Tout cela n'est ni une mystification ni une falsification, tout comme ce qu'ont vu les 10 000 spectateurs dans le stade de football à Florence en 1954, qui ont observé toute une flottille d'ovnis s'arrêter soudainement au-dessus du terrain de football. L'incident d'invasion à Washington, qui s'est produit du 12 au 29 juillet, ne ressemble pas non plus à une falsification. L'incident de 1952 à l'aéroport national de Washington, voici l'une des photos d'archives d'ovnis de cette période. Sans parler de la célèbre bataille de Los Angeles qui a presque coïncidé avec l'attaque perfide de la flotte impériale japonaise sur Pearl Harbor, au cours de laquelle, dans la nuit du 25 février 1942, l'artillerie côtière du comté de Los Angeles a tiré des obus antiaériens dans le ciel pendant 1 heure entière, sur des cibles qui ont ensuite disparu, ou comme le disent certains contemporains de ces événements, il s'agissait d'une fausse alerte survenue dans un contexte d'hystérie militaire. On a l'impression qu'en ce moment même, quelque chose agit en poursuivant des objectifs incompréhensibles. Peut-être s'agit-il de personnes du futur qui observent leurs ancêtres peu perspicaces. Tout cela ne vous rappelle-t-il pas une sorte de simulation ou un jeu vidéo multicomposant à l'échelle de l'univers ? Arrêtez-vous une seconde, regardez autour de vous et répondez à la question. Êtes-vous entouré par la réalité ou par une illusion ? Observez attentivement, il pourrait ne pas s'agir d'une simple fatigue oculaire, mais de vrais pixels apparaissant autour de vous. C'est étonnant, mais déjà Pythagore, Platon et Aristote pensaient que seules les idées et les nombres étaient matériels, et que le reste n'était que des ombres illusoires. Le développement des technologies numériques confirme de plus en plus ces hypothèses. Alors, est-il vrai que nous vivons dans une simulation informatique et quel est le lien avec Albert Einstein et la loi d'incertitude de Heisenberg ? Avant de répondre à ces questions et à d'autres, il convient de noter que si cette affirmation est vraie, cette découverte pourrait surpasser en importance même le système héliocentrique de Copernic. Quelle théorie moderne considère notre réalité comme une simulation ? Quel est le sens de l'incertitude quantique et la vie pourrait-elle vraiment être une matrice ? Un fervent adepte de l'hypothèse de la simulation est le philosophe suédois, professeur à l'université d'Oxford et directeur de l'Institut pour le futur de l'humanité, Nick Bostrom. C'est lui qui est connu pour ses réflexions liées au transhumanisme, notamment sur le clonage, la cryonie et le transfert de la conscience sur des supports numériques. Nick Bostrom est entièrement soutenu par l'un des partisans contemporains de l'hypothèse de la matrice, Elon Musk. De plus, il a avoué à plusieurs reprises qu'il serait heureux si cela s'avérait vrai. Si vous avez vu le film Matrix, sorti en 1999, vous comprenez à peu près de quoi il s'agit. Et si vous jouez à GTA, San Andreas ou à d'autres jeux avec des graphismes réalistes, c'est encore plus évident. Par exemple, le personnage principal du jeu se promène sur l'avenue, interagit avec d'autres personnages, utilise des armes et des véhicules. Dans la rue parallèle, il n'y a rien, bien que le héros soit persuadé que la vie y est aussi animée. Cela dure jusqu'à ce que le personnage en question arrive à cet endroit. Aussitôt, tout autour prend vie et l'endroit qu'il vient de quitter devient un vide numérique. Ce principe est à la base de tout jeu vidéo, c'est-à-dire dans le monde numérique des jeux de tir, des jeux de stratégie et des bacs à sable. De même que dans l'hypothèse de la matrice, la réalité dépend entièrement de l'observateur. Mais existe-t-il des preuves scientifiques de cette théorie énoncée ou tout cela n'est-il que de la fantaisie ? Il faudra chercher les réponses dans les méandres de la physique quantique, une science dont les complexités déconcertent même les chercheurs expérimentés. Pour cela, tournons-nous vers l'exemple le plus connu et le plus compréhensible démontré à travers l'expérience de Thomas Young, réalisée pour la première fois au début du 19e siècle. Il est intéressant de noter que cela est arrivé bien avant l'émergence de la mécanique quantique et de son dualisme onde-corpuscule. En quoi consistait l'essence de l'expérience ? Pour faire simple,
on faisait passer des photons à travers deux fentes, ce qui produisait sur le mur un motif de diffraction caractérisant la nature ondulatoire de la lumière. On peut comparer cela à des balles de tennis et à des vagues marines. Les premières, en passant par les fentes, laisseront deux bandes nettes sur le mur, comme il se doit pour des particules, tandis que les secondes laisseront des traces d'interférences alternées provenant des ondes qui se propagent. Tout semble logique. La nature ondulatoire de la lumière est prouvée. Mais où est le piège ? Eh bien, le voici. Dès que des détecteurs étaient placés près des fentes ou que l'on envisageait des observateurs, les photons montraient aussitôt des propriétés de particules. Des expériences similaires, avec des électrons, neutrons et protons, donnèrent le même résultat. Toute matière dans l'univers a une nature corpusculaire et ondulatoire, et ses caractéristiques dépendent largement de l'observateur, comme dans les mondes informatiques. Voici un deuxième exemple frappant. Connaissez-vous le phénomène de l'intrication quantique ? Son principe est le suivant. On place un électron loin d'un autre, et en l'absence d'un observateur extérieur, il se trouve dans un état de superposition, c'est-à-dire qu'il possède simultanément les deux caractéristiques principales. Mais dès que le premier électron de la paire intriquée, sous l'œil attentif de l'observateur, commence à tourner, disons, vers la droite, le second se met instantanément à tourner dans la direction opposée. Cela se produit même si l'on laisse un électron sur Terre et que l'on place l'autre sur Neptune ou au point supposé de singularité du Big Bang. Il s'avère que l'information entre les objets est transmise instantanément, c'est-à-dire bien plus vite que la vitesse de la lumière, mais quelque chose peut-il vraiment aller plus vite ? Cela contredit grossièrement toutes les lois connues à ce jour. Pourtant, Albert Einstein n'y voyait rien d'étrange. Il pensait que, lorsqu'un atome de n'importe quel élément émet deux électrons, ceux-ci contiennent déjà l'information sur leur spin ou rotation future. Mais de nombreuses années plus tard, John Bell a prouvé que le choix des caractéristiques des électrons est absolument aléatoire et dépend entièrement de l'observateur. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces informations en lien avec l'hypothèse de la matrice ? Elle s'impose d'elle-même. Dans la réalité physique, beaucoup paraît impossible, mais en la remplaçant par une simulation informatique, tout devient logique. Le processeur contrôle le comportement et les caractéristiques de tous les pixels, quelle que soit leur distance, et pour cela il n'a pas besoin de temps, tout se passe instantanément. Qu'est-ce que c'est, sinon une matrice ? L'hypothèse de la simulation informatique concilie avec succès la physique classique et la physique quantique, en évitant les paradoxes. Tout est logique, mesuré et cohérent. De plus, l'absence de spécificité dans les caractéristiques des électrons, c'est-à-dire la présence de la superposition, peut être intentionnelle, créée pour économiser des ressources, car même les ordinateurs les plus puissants ont des ressources limitées. Bien sûr, si l'on observe l'histoire du développement de la cybernétique, il devient évident à quelle vitesse nos machines intelligentes s'améliorent, mais compte tenu de l'échelle universelle de la matrice, tout a ses limites. Ainsi, l'option la plus simplifiée parmi celles possibles a été choisie, basée sur l'effet d'observateur. En d'autres termes, le calcul des caractéristiques nécessaires, en particulier pour les petits objets, n'est effectué qu'au moment où quelqu'un s'y intéresse. À comparer avec le rendu différé des détails insignifiants dans les jeux vidéo, lorsque le concept général est déjà clair, mais que les nuances sont encore en cours de chargement, l'humanité est déjà capable de créer des mondes virtuels étonnamment semblables à la réalité. Et à l'avenir, tout deviendra encore plus naturel et, qui sait, peut-être vivrons-nous dans une simulation. Bien que peut-être, en ce moment même, l'humanité participe à un projet étranger sans même s'en douter. Le futurologue Medvedev, en discutant dans son article Les hypothèses audacieuses de Nick Bostrom, mentionne des termes liés à l'hypothèse de la matrice, comme le métavers, qui englobe à la fois des mondes réels et des mondes informatiques. D'ailleurs, Bostrom lui-même envisageait non seulement une simulation réalisée à l'aide de superordinateurs, mais aussi celle qui a été démontrée dans la trilogie Matrix, à savoir une réalité artificielle générée pendant le sommeil. Quelle conclusion peut-on tirer après l'analyse des informations exposées ci-dessus ? Il n'est pas exclu qu'en ce moment même, nous participions à un projet virtuel global en améliorant chaque jour nos compétences, en essayant de récolter le plus de butin possible et d'obtenir un succès pour une quête. Mais c'est impensable, diront beaucoup, et ils auront peut-être tort. Réfléchissez-y. Une cellule cérébrale est aussi un objet physique possédant certaines caractéristiques. Une fois que nous comprendrons le fonctionnement, nous pourrons créer en série des versions électroniques de personnalités uniques et les télécharger sur des supports numériques. Et ces personnes pourront vivre dans des copies de villes réelles. Mais vraiment,
Personne d'autre n'a-t-il essayé de réfuter l'influence de l'observateur sur les objets? La tentative la plus significative de le faire a été entreprise par Werner Karl Heisenberg en 1927. Il affirmait qu'un électron pouvait changer sa nature ondulatoire en propriété de particules si on l'influençait à l'aide d'un photon de lumière. C'est-à-dire que c'est précisément cette manipulation qui peut influencer l'électron et non pas l'observateur. De plus, le scientifique pensait qu'on ne pouvait déterminer qu'une seule caractéristique de la particule, soit son impulsion, soit sa position précise, car il est impossible de mesurer avec la même précision les coordonnées et la vitesse de la particule. Cette précieuse découverte a été appelée le principe d'incertitude de Heisenberg. À première vue, elle semble pouvoir réfuter l'hypothèse de la matrice, mais en réalité, ce principe ne la contredit absolument pas. Si l'on suppose qu'il existe de nombreux univers parallèles, alors dans chaque version, il y aura ses propres paramètres pour les objets quantiques, pertinents pour les observateurs spécifiques. Ainsi, tout s'accorde. On ignore quelle théorie évoquée est correcte. Mais l'hypothèse selon laquelle nous serions habilement intégrés dans un certain projet virtuel global ne laisse pas en paix les chercheurs contemporains et les gens ordinaires. Qui sait, peut-être que dans quelques dizaines d'années, face à une nouvelle réalité, les conceptions traditionnelles du monde ressembleront à une carte primitive de Ptolémée. Comparée à un GPS, en attendant que ces temps éclairés arrivent, gagnez des points d'expérience et développez votre cerveau avec la chaîne Hubble. Qui sait à quel point nos idées sur l'espace proche auraient été sauvages et éloignées de la vérité sans ces travailleurs infatigables. C'est pourquoi, par respect pour leur mérite, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. De nombreux nouveaux épisodes tout aussi intéressants vous attendent, la suite arrive.